on me connaît souvent par mon travail parce que une femme, surtout dans ces pays-là, c'est des femmes qui sont fortes, c'est des femmes qui en prennent beaucoup, la charge mentale est très importante. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, si moi je suis en entrevue pour des postes, et je dis à mes collègues hommes d'avoir une femme avec son cerveau divisé en plusieurs compartiments, ça c'est vraiment un gage de réussite. Alors voilà, je porte deux chapeaux, je l'ai dit, celui de INICI, donc un organisme d'intégration socio-économique des personnes nouvellement arrivées au Québec. Et ça fait 6 ans que je travaille pour cette organisation-là. Et c'est 20 000 personnes immigrantes qu'on accompagne chaque année dans différents aspects de l'immigration, c'est-à-dire l'emploi, la francisation, pour ceux qui ne parlent pas français, l'intégration, le réseautage et la régionalisation. Et j'ai une 50aine d'employés, parmi lesquels Idriss. Donc Idriss est Camerounais, voilà, que j'ai invité aujourd'hui parce que c'était son continent. C'est un agent d'intégration donc, qui fait des CV, qui organise des rencontres avec les employeurs. Donc on compte vraiment sur vous, on compte sur le réseau ICD pour être présent, pour faire la promotion, mais surtout pour mobiliser la diaspora, parce que c'est notre moment. Honorable Youance est titulaire d'un doctorat en génie, oh là là, génie de la construction et pièces. C'est vraiment impressionnant, je vous dis, là, ces femmes, elles avaient vraiment étudié. Alors, sénatrice Youance est sénatrice indépendante de Québec-Lauson. Merci beaucoup, merci au réseau de m'avoir invité. Et puis, c'est tout un test de la petite formation qu'on a eue tantôt, un peu de stress, c'est ça? Je commence par une anecdote. Écoutez, c'est une grande question. À quel moment quel moment j'ai compris que je pouvais influencer? C'est une question à $1 million. Mais je vais remonter un peu dans mes souvenirs et je me rappelle plusieurs épisodes où progressivement, j'ai découvert ma capacité d'influence. Je retourne donc des années plus tôt. Je suis au secondaire et en terminale, donc les 2 dernières années en Haïti, le secondaire c'est 7 ans. Donc au cours des 2 dernières années du secondaire, j'étais la présidente de la classe. Donc ça veut dire que je jouissais d'une bonne réputation auprès de mes condisciples de classe, mais surtout auprès de la direction de l'école. Donc c'est un peu une confiance que j'avais construite au fil des années. Donc une image forte. On est à l'école, tout simplement parce que j'étais une bonne élève. Un peu trop sérieuse à mon goût, rendue là. Donc j'étais celle qui était entendue, qui prenait position. J'étais celle avec qui on validait certaines informations avant d'aller de l'avant. J'ai toujours eu, et ça, en recevant la question, j'ai essayé de travailler avec Tatiana. Et aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours eu un sens aigu de justice. Donc, je montais au créneau pour défendre les autres dans les situations arbitraires. J'ai toujours aussi manifesté un sens de l'honneur, de respect de la parole donnée. Et au-delà de tout, dans un esprit d'abnégation, ce n'était pas juste pour moi, c'était pour les autres. Donc, déjà à partir de ces années-là, j'ai commencé à construire mon pouvoir d'influence. Et pour aller un petit peu plus dans l'anecdote, moi j'étais dans une école de filles, que des filles, de préscolaire jusqu'à la 7e année du secondaire. Et rendu la dernière année, on voulait organiser un bal avec une école de garçons. Quelle idée! Donc moi, franchement, j'en avais parlé à mes parents, je leur ai dit, on va faire quelque chose que la direction ne veut pas, mais on va le faire prêt, on va faire une fête, on va faire un bal avec l'école de garçons. Donc c'était la philochic et la philochoc. Donc les hommes la philochoc et nous la philochic. Mais on a fait aussi développer un peu un argumentaire si la direction venait à apprendre qu'on faisait partie de l'organisation. Et ce qui devait arriver arriva naturellement. Il y a un enfant qui a parlé à ses parents et puis les parents ont appelé la direction. Et là, on appelle le comité de classe
à la direction, donc moi, la vice-présidente et la secrétaire. Alors, la deuxième panéliste que je vais présenter, Menelika Bekolo. On a tellement appelé Menelika. Menelika, on se connaît depuis plusieurs années. On est encore jeune, hein? Jeune et belle. Je vais être sérieuse parce que Menelika et moi, on rit tout le temps, donc je vais rester très sérieuse pour ta biographie, sinon ça ne va pas le faire. Alors, détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie électrique au Polytechnique de Montréal. Mon Dieu, elle a beaucoup de diplômes. D'un diplôme spécialisé en gestion à McGill. Puis là, j'ai coupé. Menelika est également détentrice titulaire d'un diplôme en droit et membre du barreau de Montréal. Encore une parenthèse, lorsque je savais que Menelika était ingénieure, lorsque je l'ai vue en train de faire là son barreau, je me dis, mon Dieu, elle étudie encore. Vous voyez que je ne suis pas aussi bien préparée que Suze. Je l'appelle Suze parce qu'on se connaît avant qu'elle ne soit. Donc, honorable. Donc, j'ai reçu la question, j'ai réfléchi à la question et je pense que moi, il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de savoir, mais il y a eu tout un chemin qui m'a conduit vers là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, j'ai pas peur de grand chose dans la vie parce que je me fais suffisamment confiance. Je me dis toujours, je suis ma propre cheerleader et puis il n'y a personne qui... J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'applaudir à tous les jours. Mais par contre, ça vient de quelqu'un, ça vient de ma mère. Parce que ma mère m'a toujours encouragée. Nous sommes une famille de 5 filles. Et puis ma mère nous a toujours défendus. Parce que vous savez, dans une famille de 5 filles, on rappelle toujours, oui, tes filles vont faire ci, tes filles ne font pas ci, tes filles ne font pas ça. Ma mère disait toujours, moi, mes filles, ce qu'elles doivent faire, c'est l'école. Mais j'avais toujours la conscience d'une chose, c'est que je devais réussir. Et réussir, peu importe l'endroit. Je ne me suis jamais posé la question quand je faisais C ou quel que soit Lorinda Chunga. Lorinda Chunga est consultante en stratégie et accompagne des organisations dans la conception et la mise en œuvre de programmes de transformation et de stratégies à grande échelle au sein d'industries complexes. Tu vas me l'expliquer. Lorinda est ingénieure industrielle. Lorinda, je vais te laisser tranquillement arriver. Alors, la question à $5 000, c'est quand est-ce que tu as su que tu ne voulais plus, pas juste réussir, mais que tu voulais influencer? Donc, moi, c'est Lorinda, je suis camerounaise, née et grandie au Cameroun. Et je vais vous parler un petit peu de mon parcours pour expliquer à quel moment j'ai su que je voulais faire plus que réussir. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, puis je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Donc, moi, en étant l'aînée, puis je pense que beaucoup d'aînés dans la salle se reconnaîtront, tu as toujours ce sentiment de tu dois montrer l'exemple à ceux qui sont après toi. Et tu te retrouves dans des situations où il ne suffit plus d'être bonne. Il ne suffit plus d'être bonne à l'école, il ne suffit plus d'exceller. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui te ressemblent, qui sont dans des positions très hautes. Et là, tu te demandes, OK, comment est-ce que moi, je deviens cette personne? Donc moi, un gros élément dans ma vie, ça a toujours été la curiosité. Ça a toujours été de poser les questions et j'écho vraiment ce qu'a dit Menelika de tu peux être ton plus grand cheerleader. Il n'y a pas de porte que tu ne peux pas briser. Moi, venant du Cameroun, c'est même pas des écoles qu'un jour dans ma vie, j'ai jamais considéré même pouvoir y accéder. Et je me rappelle, il y a 3 ans, je me dis, mais pourquoi pas? Je vais essayer encore une fois. Je suis déjà là, je vais donner le plus et je vais accéder aux meilleures opportunités. Carla Casseus. Carla Casseus, attends, tu es trop pressée que je fasse ton atalakou, comme le disent les Ivoiriens. Alors, Carla se définit comme une garante de la pérennité et de la longévité en affaires. En tant que présidente du groupe CC4, qui détient CC4 Solutions, CC4 Connexions et la marque New Crown, Carla incarne l'essence visionnaire des entreprises. Carla est une femme d'expérience. Carla a plus de 25 ans dans le domaine informatique. Carla, on se connaît. Okay? Je connais la majorité des panélistes aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être sérieuse parce que dans la vie, je ne suis pas sérieuse du tout.
car là, on a fait des conférences internationales ensemble. Mon déclic, en fait, s'est fait une journée ensoleillée. Je venais de bâtir ma propre entreprise et on était dans une salle exécutive avec 35 personnes. Voilà, je m'assois, on commence à discuter. Je regarde le tour de la table, on est 7 immigrants. Dans les 7 immigrants, je suis la seule femme noire. J'ai 3 amis qui sont asiatiques hommes, une asiatique, pardon, et une mexicaine. Et alors, je me suis dit, pourquoi je suis la seule? Vous savez, ici, ouvrir des portes, des opportunités, ça, c'est toujours comme on a eu avec le cours avec Inès, l'influence et de se faire confier des projets. Donc, j'étais assise et puis j'avais eu dans mon parcours l'opportunité aussi de servir en tant que secrétaire dans un mouvement qui s'appelle Debout pour la dignité. Alors, j'ai commencé, puis j'avais créé mon entreprise, les choses allaient bien, mais j'avais à cœur vraiment de juste pouvoir créer des ponts entre des gens qui terminent des études. Mon déclic a été en fait de me dire qui je suis. Donc, je souffre d'un gros syndrome de l'imposteur qui me demande toujours pourquoi je suis dans une salle, pourquoi je suis sur un comité. Et à force de côtoyer, d'être dans des incubateurs, on m'a fait comprendre que l'expérience est aussi équivalent qu'un diplôme. Donc, ce qui est venu vraiment me chercher, c'était que lorsque je regarde notre jeunesse, lorsque je regarde des parcours de personnes qui sont racisées, et j'ai créé une plateforme qui permet aujourd'hui de pouvoir donner accès à des gens qui sont de l'alopécie, à des experts professionnels qui peuvent les remettre sur le chemin d'avoir une nouvelle couronne. On a mis la table. Mesdames ont non seulement réussi, mais influencent leur environnement, influencent leur entourage. Et ça, c'est vraiment d'avoir de l'impact dans une communauté. Parce qu'on peut réussir, hein, mais juste pour nous. Toucher notre salaire, rentrer chez nous, s'occuper de nos enfants, de nos proches, et puis on ne s'implique pas. Mais non seulement de réussir, et puis de donner du temps pour influencer, pour inspirer, pour un peu ce qu'on fait cet après-midi, là aujourd'hui, un samedi après-midi, ça c'est vraiment l'apanage du leadership. Donner du temps, être un modèle inspirant, être crédible, honorable nuance, ça j'ai beaucoup aimé, la crédibilité. On a une parole, et cette parole-là, il faut la tenir, ça c'est vraiment, depuis jeune, honorable, vous l'avez. Puis je vais rester justement avec vous parce que c'est à vous que je vais poser la première question. Alors, vous êtes passé de génie civil au Sénat, honorable. Comment une ingénieure influence-t-elle la prise de décision en politique différemment? Micro? Je vais vous passer le mien. Le tirage. Allô? Oui. Autrement dit, c'est passer des bottes d'acier aux talons hauts. Ah, je l'aime celle-là. Mais écoutez, bon. Juste en disant ça, généralement, c'est quand je vais dans des activités comme ça que je vais mettre des talons hauts. Okay. Au Sénat, on est 53% de femmes, au Sénat. Et la plus grosse discussion, en fait, en blaguant, c'est qui a les plus belles running shoes. Ah, running shoes? Oui, oh, wow. Parce qu'on est tout le temps en train de courir. Oui. Mais comment on influence la politique avec une formation d'ingénieur? C'est de revenir avec, c'est quoi un ingénieur? C'est quoi une femme ingénieure? Mais c'est quelqu'un qui veut changer son monde. Oui. C'est quelqu'un qui se base sur des données pour prendre des décisions. Il y a la première femme ingénieure au Québec qui a eu à dire il faut savoir pour prévoir, il faut prévoir pour prévenir. Donc, c'est quoi la politique? C'est la prévention, c'est prévenir, c'est savoir ce qui s'en vient. C'est aussi se baser sur des données pour prendre des décisions. Donc, le passage est comme automatique entre la politique, entre le génie et la politique. Et puis, mine de rien, dans mon travail de parlementaire, des fois, c'est l'inverse qui arrive. C'est le génie qui prend le dessus. Par exemple, je siège sur un comité qui s'occupe des travaux sur les bâtiments du Parlement. Oui. C'est 9 milliards investis, c'est des travaux sur 20 ans à peu près. Oui. Donc, c'est aussi des décisions techniques qui nous aident à améliorer notre entreprise. Ça, c'est vraiment intéressant.
des décisions techniques qui justement donnent des réponses à des enjeux politiques de société. C'est un peu, Ménélica, ce que tu disais là, où tes amis te consultent parce que tu es ingénieur, parce que tu es avocate aussi, donc tu as les deux chapeaux. Voilà, oui. Ça c'est bien. Donc merci beaucoup, honorable. Alors justement, Ménélica, la deuxième question, elle est à toi. Alors Ménélica, tu évolues à l'intersection de l'ingénierie, du droit et de la gouvernance. Comment naviguer dans des environnements complexes sans diluer ton autorité? Je pense que ton autorité, on l'a senti, tu l'as. C'est si tu es capable d'influencer une culture d'un patron qui dit bonjour les gars, bonjour les gars et les filles. Donc je pense que l'autorité, tu l'as déjà. Alors comment on agit dans l'intersection d'ingénieurs, droit, gouvernance, et puis on navigue dans l'environnement, souvent complexe? Je pense que les trois environnements, en tout cas pour moi, les trois s'entraident. La gouvernance, pourquoi je vais commencer par la gouvernance? Parce que le génie et le droit, c'est un peu plus simple. Mais la gouvernance, en fait, j'encourage beaucoup les gens à aller en gouvernance parce que c'est les tables de gouvernance qui prennent les décisions. Dans les entreprises, là, tout va remonter au niveau des conseils d'administration. Vous avez vu la SAC, on tape sur le directeur, mais on tape aussi sur le conseil d'administration parce qu'ils auraient dû savoir. Et ce qui est souvent que moi je trouve navrant sur plusieurs conseils d'administration, déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui me ressemblent, ça c'est le premier point, et il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs. Et là, je vais appeler mes collègues ingénieurs à essayer de rentrer un peu plus dans les conseils d'administration. Et pourquoi? Sur les conseils d'administration, il y a beaucoup d'avocats, de ressources humaines et des gens de finance, parce que c'est des gens qui... les conseils d'administration, la documentation est très axée sur ces éléments-là. Mais l'enjeu avec ces trois types de personnes, c'est qu'aucun ne comprend la technique. Aucun ne comprend ce qui est réellement technique, à part si c'est vraiment dans son domaine. Mais c'est eux qui prennent les décisions. Donc, quand vous vous retrouvez sur un conseil d'administration et que vous êtes ingénieur, vous venez justement apporter cette compréhension de l'impact que des décisions ont. Qu'un avocat, même si je suis avocate, qu'un comptable, et puis tout le reste qui sont autour de la table n'auront pas. Et le droit, lui, il vient en fait recouvrir tous ces éléments, parce que le droit en lui-même, l'essence du droit, c'est la stratégie. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours perçu le droit. Non seulement le droit vous permet d'asseoir une autorité. Quand vous arrivez quelque part, ça je peux vous le dire, ma vie a changé depuis que je suis avocate. Chaque fois que j'arrive quelque part et que je dis que je suis avocate, je peux vous dire que beaucoup de choses changent. Et ça vient justement aider à positionner l'audiance, et avec le côté technique, tu viens renforcer ces éléments-là. Donc les trois me permettent à moi en tout cas de bien naviguer et d'avoir une meilleure place dans la société et être autour de la table des décisions, bien que sur la table des décisions j'étais avant d'être avocate, mais ça vient asseoir cette autorité-là. C'est vraiment excellent, vraiment excellent. J'aime ça quand je suis avocate, quand j'arrive et j'impose le respect. Est-ce que c'est parce que les gens, ils ont peur que tu leur racontes un procès peut-être? Je sais pas, pourtant je suis pas avocate en litige, mais bon. Je pense qu'on sait. Ça aide. Fait que moi j'irai prendre mon diplôme d'avocate aussi, passer mon barreau. C'est ça la stratégie, hein? Oui. Bon, voilà. Merci beaucoup, Ménélica. Lorinda, c'est à ton tour. Alors, tu accompagnes des transformations à grande échelle. Pourquoi les femmes leaders sont-elles souvent des catalyseurs puissants de transformation? C'est dur la question. Ça va aller? Ça va aller. Okay. Ça va aller. Mais oui, c'est pas une question facile. C'est pas une question facile. Je pense que ça écho beaucoup avec ce qu'a dit Ménélica, puis je vais répondre en 2 points. Je pense que le premier, c'est au niveau de la diversité des opinions. Dans les transformations à grande échelle, les décisions vont généralement se prendre au niveau des conseils d'administration. Donc, on va travailler vraiment beaucoup avec les boards pour savoir comment est-ce que les décisions doivent être prises. Et ce qu'on observe, c'est que ça prend une grosse diversité d'opinions autour de cette table pour que les bonnes décisions pour les entreprises soient prises. Parce que ce qui arrive, c'est si les profils sont très similaires,
il y a vraiment un écho au niveau des informations et des décisions qui vont être poussées de l'avant. Donc, avoir non seulement des femmes qui vont venir apporter leurs différentes perspectives, mais des femmes de différents backgrounds, différents horizons, ça vient apporter une richesse très importante à ce genre de conversation. Puis la deuxième chose qui est très importante, je trouve, c'est dans ces conversations-là, souvent, et malheureusement encore aujourd'hui, les femmes qui arrivent à ces niveaux décisionnels dans les organisations ont souvent traversé beaucoup d'étapes difficiles. Donc ces femmes-là ont un certain niveau de résilience. Un certain niveau de résilience qui leur donne un certain recul par rapport à comment est-ce que les changements et les transformations qui vont être faites au niveau des organisations vont être mis de l'avant. Et je pense qu'elles vont souvent vivre dans une bulle moins dorée que l'individu moyen. Donc ça prend vraiment un certain niveau de leadership et de diversité dans ces conversations-là pour emmener des transformations à bon escient dans les organisations. Oui, c'est très intéressant, Lorinda, mais quand on est jeune comme tu l'es, okay, je ne connais pas ton âge, mais je peux voir que tu es la plus jeune parmi nous, comment on arrive à imposer le respect, son point de vue? Comment on fait ça? C'est plus difficile, mais je pense que c'est d'arriver avec des opinions claires et qui sont factuelles. Je pense qu'à un moment donné, quand on rentre dans le monde professionnel... Florina, opinions claires qui sont factuelles, ça c'est du gros français. Regarde ça un peu pour l'homme. Non, je vais m'expliquer. Explique. Je m'explique. Ce qui arrive, c'est qu'on je vais parler avec les faits et les faits clairs. Je vais emmener les données, Et puis je pense que c'est là que mon côté d'ingénieur, mon trait d'affaires m'aide beaucoup. Je vais arriver avec des faits, je vais arriver avec des données, je vais arriver avec des diagnostics qui sont clairs sur voici comment l'organisation fonctionne, voici là où il y a les problèmes, voici les opportunités. Et donc là, ça ne donne pas l'opportunité à mon interlocuteur de remettre ça sur elle, elle est jeune, ou c'est une femme, etc. Le fait est clair. Ce sont des éléments qui sortent de votre organisation. Donc là, à ce moment, la conversation ne tourne plus au niveau de est-ce que je suis crédible, parce que la crédibilité vient des faits que j'apporte, mais ça devient de comment est-ce qu'on répond à ces problèmes-là pour notre organisation. Donc, je pense qu'en tant que jeune professionnelle, en tant que jeune femme, en tant que femme même, parce que souvent même en tant que femme du même âge que tes pères, tu vas avoir souvent ce petit problème de crédibilité ou de sentiment d'imposteur, de est-ce que les gens vont me prendre au sérieux. Mais à un moment donné, si tu es autour de la table, c'est parce que tu as les compétences pour être autour de la table et il faut s'asseoir. C'est très bien. J'aime vraiment l'assurance que ces femmes-là dégagent. Puis je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin. C'est super. Bon. Alors, Carla, j'ai une question pour toi. Alors, tu as parlé de pérennité, de longévité d'affaires. Je t'ai présenté ton beau pedigree, là. Quelle est la plus grande erreur stratégique que tes entreprises ont eu à faire face au numérique? Je vais y aller sur un différent couvert. Quand on accompagne un chef d'entreprise, comme on revient toujours à des grandes décisions stratégiques, mais les gens ne prennent pas le temps de comprendre que la technologie est là, en fait, pour faire évoluer leur entreprise. Donc, souvent, ils vont vouloir simplement remplacer, mettre en place des produits, des plateformes qui répondent à aujourd'hui. Mon plus grand défi quand j'accompagne un chef d'entreprise ou une division, c'est de leur faire comprendre qu'on a un devoir de pouvoir statuer sur un avenir. Donc, quand je regarde les données, quand je regarde les processus d'affaires et quand je regarde la stratégie, c'est de les faire évoluer sur des plateformes qui leur permettent de prendre un bond de 10-15 ans en avant en mettant aujourd'hui une plateforme en place, mais de leur faire comprendre qu'on n'est plus dans le 2020 ou le 2030, mais qu'on parle de 2050. Donc souvent, les gens vont me dire « Ok, désolé, je vais reprendre le word de madame tantôt. Moi, je serais plus sur on va mettre une plateforme, etc. » J'ai ri, j'ai dit « Je vais aller te parler après. » Mais en fait, c'est de dire que lorsqu'une entreprise vient et s'assoit, on regarde la notoriété, on regarde les objectifs d'affaires, on regarde les processus, on regarde en fait l'identité même de la raison pourquoi elle existe encore. Lorsqu'on regarde des entreprises qui ont 100 ans, on les fait imaginer le 300, le 500 ans. Alors, je pense que c'est vraiment de leur faire comprendre, c'est pas un remplacement, c'est d'aller plus vite, plus loin et encore plus longtemps. Restons dans le domaine informatique. J'ai parlé tout à l'heure de Dora, ma fille. Okay. Et pourquoi, tranquillement, on l'a emmenée vers des métiers numériques? Au début, on ne pensait pas du génie, mais plus numérique. C'est lorsque, il y a de cela quelques années, je crois que ça fait environ 7-8 ans, le PDG de CGI donnait une conférence à la Chambre et puis il a donné une statistique qui m'a fait sursauter en tant que maman. 80% des métiers
vont disparaître. Donc 80% des métiers aujourd'hui en ce moment vont disparaître. Donc seulement 20% de nos enfants qui vont à l'école dans les critères d'aujourd'hui vont pouvoir se retrouver. Les 80 autres vont se chercher. Puis moi, c'est une stat qui m'a vraiment fait peur. Je dis, mais dans ce cas, nos enfants vont à l'école, là, c'est pour devenir quoi? Puis ça m'a vraiment... Puis là, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, on va faire quelque chose. Tout ce que tu vas vouloir faire, il faut qu'il y ait un peu d'informatique dedans. Parce que moi, je suis sûre de ça. Il faut que tu saches coder, il faut que tu saches faire de la programmation. Et c'est comme ça que tranquillement, elle est arrivée à son domaine-là. Donc, Carla, je reviens à toi. Je fais la parenthèse personnelle, je reviens à toi. Autodidacte, informatique. Est-ce que c'est parce que tu as été visionnaire, et puis dans ton pedigree, on le voit, tu es une femme visionnaire. Est-ce que tu as senti le virement numérique arriver pour prendre ce pas-là? Je vais dévoiler un peu mon âge. En 2000, on parlait de bug de l'an 2000, puis j'ai eu à travailler dans des entreprises qui pensaient que juste parce qu'on parlait du 31 décembre 1999 vers 2000, on allait soudainement perdre tout ce qui avait été établi, etc. Et j'ai réalisé qu'on pourra toujours amener l'humain à voir que l'informatique nous transforme, mais l'humain lui-même a besoin d'un accompagnement. Et je suis analyste d'affaires senior. Alors, j'ai la capacité de voir et de comprendre ce que les gens vont imaginer sans nécessairement le dire et d'arriver à produire une plateforme qui représente qu'est-ce qu'ils pensaient sans l'avoir jamais dit. Donc, la façon que je vais leur poser des questions, la façon que je vais faire l'accompagnement, la façon que je vais faire l'observation. Donc, qu'est-ce que j'ai pris, en fait, c'est qu'en étant femme noire, je me suis positionnée dans un domaine où est-ce que la couleur et le genre n'avaient aucun effet, mais que les résultats. Donc, lorsque mes enfants sont en train de grandir aussi, j'en ai qui sont en analyse QA, donc analyse qualité, j'en ai qui sont dans la cybersécurité, mais où est-ce que j'aimerais amener le monde à s'imaginer, c'est que dernièrement, je regardais simplement un show de danse de la Chine et on voyait des robots qui exécutaient des danses qui auront pris à l'humain des années à apprendre. Donc, c'est pour vous dire que oui, il y a place à la technologie, mais si on favorise l'humain, et qu'on continue de travailler avec ces plateformes, on peut créer un avenir qui est prometteur. Donc, j'invite les gens à se positionner dans des places parce qu'on continue de penser, on continue de dire comment est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle et qu'ensemble, on décide de notre avenir prometteur. Dans l'informatique, je dis toujours qu'il n'y a pas de barrière systémique. Si je crée un produit et que le produit répond à un besoin réel, je peux devenir demain le prochain Bill Gates, le prochain, etc., etc. Voilà. Bravo. C'est intéressant. Bénélica, je vais parler vers toi. Oui. Depuis le mot, je n'ai pas à applaudir là. J'essaie d'être un peu plus relax. Là, on est bien. Là, on est comme dans notre salon et puis on jase. Donc, si vous avez envie d'applaudir, vraiment applaudissez. Voilà. Je vais revenir encore parce que quand on est femme, leader, on sait aller osciller entre le professionnel et puis le personnel, entre les motifs et puis le factuel. Donc je reviens encore à ma vie de femme, maman. J'ai une deuxième fille. Une fille de 17 ans qui, elle, veut faire du droit. Mais elle est têtue. Mais les gars, je m'adresse à toi, les filles du droit, là, têtues. Et là, je lui dis, écoute, comme ta sœur, là, demain, on ne sait pas, peut-être que les juges, les avocats seront remplacés par des robots. Est-ce que tu ne veux pas faire un peu de numérique, informatique? Elle me dit, non, c'est pas mon choix, je veux rien savoir. Ne m'empêche pas de réaliser mon rêve. Je dis, ok, excuse-moi, réalise ton rêve. Alors, Bénélica, toi, tu as fait du droit récemment. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu allais dans le droit? Je crois que tu l'as expliqué, mais peut-être que je ne l'ai pas bien saisi, là. Puis comment tu vois l'intersectionnalité entre le droit et puis ton métier d'ingénieur? Donc, un élément qui est intangible et puis du factuel comme une ingénierie électrique, donc la rigueur d'ingénieur. Comment je suis, je vais d'abord revenir, avant de répondre à ta question, je vais d'abord revenir à comment est-ce que je suis allée en droit. En fait, je travaillais à la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, c'est un tribunal administratif, c'est le tribunal qui prend les décisions, toutes les décisions techniques pour les réseaux électriques.
Moi, je suis ingénieure en réseau électrique, donc j'étais experte pour les juges et qui aussi donnent les tarifs d'électricité, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Hydro qui fixe ses propres tarifs. Non, c'est la régie, mais bon, il y a eu quelques changements. Donc moi, je travaillais comme experte dans ce tribunal-là, et tous les dossiers d'infrastructure d'Hydro sont décidés, en fait, sont approuvés par la régie. Donc les dossiers techniques des postes des stations, des sous-stations et tout, ça passe par la régie. Donc, il y a des audiences qui se déroulent, et pendant les audiences, en fait, vous avez les procureurs d'Hydro et aussi d'autres intervenants, et vous avez des ingénieurs surtout qui témoignent, parce que c'est des dossiers techniques. Et moi, j'étais experte pour les juges, donc moi, je peux parler aux avocats de la régie, et je peux parler également aux juges. Mais les ingénieurs qui sont sur le stand ne peuvent pas parler à leurs avocats. Donc aux avocats d'Hydro, donc quand tu es ingénieur d'Hydro et que tu es sur le stand pour Hydro, tu ne peux pas parler à l'avocat. Et même chose si tu es pour Rio Tinto, peu importe. Et nous, on avait souvent cette blague en tant qu'expert. On voyait quand l'ingénieur vient témoigner, il dit tout. Tu lui poses une petite question comme ça, il va tout déballer. Et tu vois l'avocat de l'autre côté qui est en panique parce qu'il ne comprend pas ce que l'ingénieur est en train de dire, mais il se dit, mais j'ai préparé cet ingénieur pour qu'il s'arrête comme ça. Et puis là, il parle. Et nous, les ingénieurs, les experts de la régie, nous, dès que l'ingénieur se met à parler, nous, on écrit. Et puis là, tu vois l'avocat, tu vois, littéralement, là, tu vois comment le visage de l'ingénieur, de l'avocat d'Hydro change. Et moi, je me suis dit à un moment, et si j'étais la personne qui arrivait à comprendre les deux? Surtout que nous, à la région, on avait comme une petite formation, vu que c'est un tribunal, on avait une petite formation en droit qu'on nous donnait. Et puis là, on arrivait un peu à discuter avec les avocats parce que les décisions restent quand même des décisions juridiques. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais aller faire un cours de droit, un seul cours, parce que comme quand on est ingénieur, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr qu'on peut lire, tout le monde vous dit qu'on doit retenir des affaires par cœur. En génie, non, on ne retient pas les choses par cœur, on les démontre. Donc, j'ai commencé par un cours, et c'est de là que, après un cours que j'ai bien réussi, là, je me suis dit, je vais prendre 2 cours, et puis je vais prendre... Et l'appétit est venu en étudiant. Et puis j'ai décidé de faire mon bac, et après le bac, je me suis dit, avoir juste un bac, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je vais aller faire le barreau, et c'est comme ça que je suis devenue avocat. Donc c'est vraiment étape par étape. La question. Parce que toi, on voit que ta gestion de carrière, elle va par nécessité. C'est-à-dire que tu as besoin de ça, et puis tu testes, tu rajoutes. Donc c'est vraiment... une brique à la fois. Oui. Ok, donc tu bâtis ta carrière comme ça. Oui, il n'y a pas, j'ai pas eu de plan à part devenir ingénieur. Même pour être ingénieur, je ne savais pas que c'était ça. C'est mon frère qui m'a dit un jour, ce que tu veux faire en fait, c'est le génie, parce que lui-même, il est ingénieur. Mais c'est vraiment analyser le tout. Et l'autre élément que j'ai toujours trouvé fascinant chez les avocats, c'est que les avocats ont cette capacité, je l'ai découvert parce que quand tu fais des études de droit, tu commences à comprendre un peu. C'est qu'on vous apprend à lire l'audience et à convaincre. Parce que tu sois un avocat d'affaires, un avocat en litige, à la fin de la journée, vu que tu fais beaucoup de litiges, ce qu'on t'apprend, c'est qu'il faut que, quand tu viens défendre un client devant un juge, l'ultime, c'est de gagner, c'est de convaincre le juge. Tu n'as pas besoin, et l'enjeu, c'est que les ingénieurs, c'est un peu l'inverse. L'ingénieur sait qu'il sait, il te dit ce qu'il sait. Il n'est pas là pour te convaincre, il te dit. Et je pense que c'est ça qui est moi personnellement, de mon analyse, je pense que c'est ça qui est le talon faible de l'ingénieur. Parce que quand l'ingénieur arrive dans une salle, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour convaincre ceux? Il veut t'éduquer, il veut te dire, 1 plus 1 égale 2. Il n'est pas politique, et comme Inès l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Alors que les avocats, quand ils arrivent dans une salle, il sait qu'il y a A, il sait qu'il y a B, il sait qu'il y a C, mais il sait que le juge qui est en face là, c'est C qui va le convaincre. Il ne va pas perdre son temps dans A, il ne va pas perdre son temps dans B, il va expliquer C. Et ça, ça m'a pris, même pendant mes études, ça m'a pris beaucoup de temps de changer cette façon d'être. Même j'ai eu des professeurs qui me disaient, je me rappelle à un examen, on demande quelque chose et puis moi je commence, j'explique le droit. Je ne réponds pas à la question mais j'explique.
Et puis il y a un professeur, il était tellement habitué, il m'appelle, il me dit, oui, vous comprenez très bien les choses, mais vous écrivez beaucoup, pourquoi et tout, vous m'expliquez le droit. Moi, je ne vous ai pas demandé de m'expliquer, allons au fait. Il me dit, est-ce que vous avez un parcours scientifique? Je lui dis oui. Je lui dis, lequel? Vous êtes ingénieur? J'ai dit oui. Il me dit oui. Parce que vous n'êtes pas là. Il faut que vous trouviez ce qui va me convaincre. Ne m'expliquez pas le droit. Je n'ai pas besoin de savoir d'où vient l'article, comment il fait. Mais ça, j'ai dû travailler. Et ça, c'est la force que le droit... En tout cas, moi, c'est ça que le droit est parti. Je suis partie aussi chercher en droit. Cette capacité-là à trouver ce qui convient. Exactement. Je peux te faire une confidence, Mélika. Oui. On se connaît depuis longtemps. Ça fait 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et Mélika, tu n'étais pas aussi volubile que ça. Vraiment. On sent vraiment que la fille du barreau a pris le dessus. Ça, oui. Donc plus d'assurance. Tu étais ingénieur, mais tu étais un peu introvertie. Tu étais beaucoup dans l'observation. Puis là, on voit une femme très épanouie. Et ça, c'est vraiment toute la construction de ta carrière qui t'a rendu honorable. Je vous appelais 3 fois honorable. C'est pas un petit titre, hein. On porte ce titre-là pendant longtemps, toute une vie. Toute une vie. Votre parcours est impressionnant. Mais d'après vous, quel est le déclic? Parce que c'est par cooptation aussi. Hein? On est recommandé. C'est ça le processus. On peut appliquer, mais il faut avoir une recommandation. Il faut avoir quand même... Il faut faire consensus. Parce que vous allez porter la voix la plus haute de notre pays. Est-ce que, honorable, votre rôle d'ingénieur, je ne sais pas si c'est ça, ou l'influence que vous aviez dans votre domaine, dans cette capacité-là, la femme juste, la femme droite, la femme de parole, est-ce que tout ça a contribué à faire de vous cette ingénieure politicienne au Sénat? C'est une grosse question et ça me permet un peu de revenir sur pourquoi j'ai fait le saut en politique. J'ai un collègue sénateur qui dit tout le temps, lui n'est pas politicien, il est parlementaire parce qu'on est sénateur indépendant. Indépendant, oui, c'est ça marche? Oui, ça marche. Oui. Pour devenir sénateur, on doit, depuis 2015, depuis la grande réforme, mais c'est ça, c'est de soumettre sa candidature. Soumettre sa candidature, donc c'est un processus par le mérite. Donc il y a un comité indépendant qui va choisir parmi ceux qui demandent, ceux qui soumettent leur candidature. Mais pour chaque poste, ils vont choisir 5 personnes. Et ces 5 personnes-là, ces 5 candidatures vont être soumises au Premier ministre qui, lui, va faire le choix final. J'ai compris que pour chaque place au Québec, il y a à peu près entre 800 et 900 personnes qui appliquent. Et en Ontario, il y a à peu près 1500 personnes qui appliquent par place. Donc, ça veut dire, grosso modo, que quand moi j'ai appliqué, il y avait 2 places. Donc, il y avait à peu près presque 2000 personnes qui avaient appliqué pour la place. Donc, c'est comment mon dossier a été porté. C'est la qualité du dossier. Mais je dois vous avouer que quand on fait le processus, on doit soumettre 3 lettres de référence. Et je suis fière de dire que mes 3 lettres venaient. Une, ça doit être un ami, c'est un collègue avec qui j'ai fait mon doctorat. Un bon ami à moi, on s'est beaucoup investi, on s'est beaucoup impliqué et on a développé des relations très, très personnelles et très pour se supporter l'un l'autre. Une deuxième lettre de référence doit provenir d'un organisme communautaire. Donc moi, c'est par rapport à mon implication. Donc j'ai eu une lettre de recommandation d'un organisme sur lequel j'étais sur le CA. Et la 3e lettre qu'il faut donner, c'est une lettre professionnelle. Donc, j'ai tout simplement demandé à l'ETS, qui me connaissait bien, donc de me donner une lettre de référence. Donc, mes lettres, c'est un peu pour dire que mes lettres ne viennent pas de politique et tout ça. Donc,
dans les critères pour être sénateur, il faut avoir un parcours professionnel intéressant, une implication communautaire ou être en droit. Donc, avoir un parcours en droit intéressant. Et c'est exclusif. Donc, c'est l'un ou l'autre de ces critères-là. Donc, je pense que finalement, mon dossier a parlé de lui-même. C'est sûr que quand on arrive au choix des 5 personnes par le Premier ministre, c'est sûr qu'un appui politique est nécessaire, mais pas incontournable par rapport à la qualité du dossier. Donc, c'est juste pour le dire. Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous avez tous dit. Moi, j'ai choisi le Sénat parce que ça représentait un espace où, justement, par rapport à la multitude d'expertises qui sont là, donc au Sénat, on retrouve des anciens des journalistes, des anciens diplomates, des anciens politiciens, des sportifs de renom. Donc, un milieu où, par rapport à l'expertise, mais on travaille à rendre notre monde meilleur. Donc, comme ingénieur, comme femme ingénieure, c'est beaucoup ça qu'on recherche. On voit comment, à partir de comment améliorer le monde, mais à partir de notre situation, à partir vous l'avez dit un peu, mon engagement pour aider les gens autour de moi. Mais c'était comme un mix. Donc, quand tu regardes les deux, le milieu du Sénat et mes compétences ou mon parcours en génie, je trouvais vraiment que c'était la meilleure place où je pouvais faire quelque chose, où je pouvais agir pour faire changer les choses, agir avec du monde pour créer un environnement tellement plus intéressant et au Canada. Et ces jours-ci, on est confronté à plusieurs projets de loi qui touchent l'humain, qui touchent des milieux comme l'immigration, des secteurs comme les demandeurs d'asile. Et c'est là qu'on se rend compte que notre indépendance comme sénateur nous permet de prendre position vis-à-vis du gouvernement, par exemple. Et nous, on est dans notre droit, on est dans notre rôle, on joue notre rôle de parlementaire. Et donc, ça nous permet de voir qu'on a de l'influence, mais que ça reste un privilège quand même. Ça reste un privilège parce que être sénateur, on est nommé, j'ai expliqué le processus, mais vis-à-vis à la Chambre des communes, ils sont élus. Donc, c'est souvent la question, qu'est-ce que moi, comme personne qui est nommée, qui jouit d'un privilège, peut contrecarrer une promesse électorale, peut contrecarrer le fait que les politiciens, parce qu'eux, ils sont vraiment des politiciens, ceux qui sont à la Chambre des communes, les députés, ils ont promis quelque chose et ils vont se battre pour l'avoir. Et nous, comme avec un second regard objectif, comme on aime le dire, comme on définit le Sénat, c'est dans un sens, jusqu'à remettre en question la pertinence d'un projet de loi qu'ils ont soumis. Donc, c'est beaucoup une relation politique, l'impact sur l'humain, garder aussi les relations harmonieuses avec les politiciens pour aller de l'avant et non casser la chaîne de décision politique. Donc, c'est un travail très d'habileté qui demande beaucoup de diplomatie, mais qui demande aussi de se tenir, de rester intègre, mais de garder pourquoi on est, c'est ça, c'est de garder notre position. Donc là, maintenant, je suis en train justement de préparer un discours pour apporter un amendement sur un projet de loi. Et à chaque fois, et cet amendement touche qui? Cet amendement touche des mineurs qui pourront être bloqués dans des demandes d'asile. Donc, c'est de réfléchir à chaque moment, peu importe ce qu'on fait chaque jour, c'est de penser à ces mineurs qu'on veut épargner et de voir comment le faire de la meilleure manière. Donc, en utilisant les données comme ingénieur, en utilisant les statistiques, en utilisant beaucoup, ça aussi, je suis très en contact avec Ménélika, plein de choses qui me rejoignent parce que on est là
parlementaire, mais on travaille sur des lois. Mais on n'est pas avocat, on a beaucoup d'aide, mais ça nous permet d'entrer dans un milieu un peu plus très différent. Melika l'a très bien dit, très différent. Il faut convaincre. Mais la seule chose, le privilège qu'on a, c'est qu'on est aidé dans ça. Donc on a le staff d'avocats qui nous permet de le faire, mais c'est un peu ça mon milieu, non, mais le milieu de travail. Milieu de travail, et puis il a des questions existentielles très importantes, là, parce qu'effectivement, si on reste sur la question des personnes en demande d'asile, on va resserrer, hein, c'est ce que moi j'ai ouï dire, là, ils vont resserrer là, les taux. Et d'ailleurs, là, je lance comme ça là, une information de promotion. Donc le 12 mars, la semaine prochaine, jeudi, au Stade Olympique, on a la 6e édition du Salon de l'emploi des demandeurs d'asile que l'INICI organise, donc mon organisation organise, pour pouvoir justement aider ces personnes-là à se trouver un emploi rapidement et avoir, on va dire là, peut-être, si leur dossier là, le permet, l'opportunité de pouvoir rester. Parce qu'une personne en demande d'asile, elle arrive, mais elle est temporaire. Elle est temporaire, elle va passer 2-3 ans avant de venir devant un juge pour venir plaider sa cause, venir présenter on va dire, le pourquoi elle a dû quitter son pays, soit par persécution climatique, etc. Et c'est le juge qui va, à la lumière de toutes ces preuves-là, prendre une décision. Alors, 80%, j'ai les statistiques là, 70 à 80%, c'est oui, et le reste, c'est non. Puis il y a des recours encore. Il y a des recours encore, mais je peux vous dire que pour travailler avec ces gens-là au quotidien, combien c'est stressant de savoir que du jour au lendemain, on sera devant la commission et qu'on attendra une réponse qui peut-être sera oui, sera non. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très important. Alors le 12 mars prochain, donc c'est la semaine prochaine, jeudi, au Stade Olympique de Montréal, rendez-vous 8h pour pouvoir voir un peu comment ces gens-là se battent pour pouvoir trouver un emploi et puis réaliser leur rêve de vie ici au Québec. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup. Alors j'en reviens à vous, honorable, sans nécessairement vous demander de prendre position, parce que ce n'est pas ça votre rôle non plus. Comment vous voyez le monde aujourd'hui qui est en train là, de resserrer les taux autour de ces personnes-là? On est en guerre en ce moment, hein. Je ne sais pas si ça vous inquiète, moi ça m'inquiète énormément. Alors cette loi-là du Canada qu'on est en train de préparer, parce que j'ai parlé avec le HCR récemment, nous dit que une personne qui est au Québec, au Canada, depuis 1 an, ne pourra plus demander de l'asile. Prenons l'exemple d'une personne iranienne ou israélienne ou juive qui aujourd'hui vit sous les bombardements, qui arrive à s'extirper, qui vient au Québec. Ok? Ça, c'est une chose, mais la personne qui est iranienne, israélienne, étudiante internationale, qui est venue faire un diplôme, qui a déjà eu 2 ans de vie ici au Québec, au Canada, ne pourra pas demander l'asile, même si son pays est bombardé. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, alors, c'est exact. C'est un projet de loi, si vous voulez le chercher, c'est le projet de loi C12. C12. Et la grosse difficulté qu'il y a avec ce projet de loi-là, c'est que c'est un projet de loi qui est amené sous l'aspect de la sécurité. Donc, on apporte un élément, on parle de sécurité, mais dans le même projet de loi, on parle de demandeurs d'asile. Donc, le lien qui se fait automatiquement, c'est que la sécurité est liée aux demandeurs d'asile. Donc, l'insécurité. C'est ça le postulat. Oui, mais je préfère le dans l'autre sens. C'est la diplomatie. Donc, c'est le premier élément qui ressort et c'est un projet de loi sur lequel je me suis positionnée dès le début. Et d'ailleurs, les ministres de la Sécurité et de l'Immigration connaissent mon point de vue là-dessus. Donc, je n'ai pas de problème à le partager parce que j'en ai parlé dans les comités qui sont publics et c'est ça, dans les comités qui sont publics. Donc, ce projet de loi, ce qu'il vient faire, il y a toute la partie sécurité, oui, de manière bien précise, donc défense du Canada, ça c'est autre chose, mais quand on prend l'aspect des demandeurs d'asile, il y a justement cet élément que vous avez apporté sur la période. Donc toutes les personnes qui sont au Canada depuis plus d'1 an, mais à partir de l'application de ce projet de loi, mais ne pourront plus faire leur demande d'asile. Ils ne pourront plus le faire parce que le délai d'1 an va être mis en place.
Donc, ça crée des situations où des personnes vulnérables, des personnes beaucoup marginalisées, mais vont perdre leur droit de demande d'asile. Et ce projet de loi, cette année, et les autres éléments aussi du projet de loi, mais c'est rétroactif à partir du 2 juin de l'année dernière, 2025. Rétroactif même? Rétroactif au 2 juin 2025. Donc, ça va créer, donc actuellement, donc moi l'amendement que j'apporte, c'est un amendement qui dit que, parce qu'on s'est battu. On a rencontré au niveau du Sénat, il y a des comités qui analysent les projets de loi et donc ils écoutent des personnes, ils écoutent des témoins qui viennent nous dire, mais faites en sorte de retirer les parties 5 à 8 du projet de loi. On a essayé, ça n'a pas marché. Donc, ce qu'on a fait, c'est de peut-être ramener un peu nos ambitions, mais de venir avec des amendements qui vont faire en sorte que la situation sera un peu moins grave, moins difficile. Et moi, l'amendement que j'apporte, c'est un amendement qui fait en sorte que tous les enfants qui sont déjà nés, mais ne seront pas, si on veut, non, on ne pourra pas appliquer la période d'un an à tous ces enfants-là. Parce que cette période d'un an, pour bien vous l'expliquer, c'est que vous venez ici au Canada, petit, en vacances avec vos parents, mais votre première année, elle a commencé. Donc, quand vous allez demander l'asile, ils vont regarder la première fois que vous êtes arrivé au Canada, et puis c'est le porteur qui a démarré. Donc, c'est une situation, et de manière générale, on le voit à l'échelle du Québec, on le voit à l'échelle des pays européens, cette nouvelle tendance à limiter l'accès aux différents pays. Et il y a même quelqu'un qui a eu à dire, au moins ce projet de loi va nous protéger ici au Canada par rapport à ce qui arrive en Europe. Donc, si l'Europe avait pris la décision qu'on prend avec ce projet de loi, mais ce ne serait pas comme ça. Donc, on vit dans un monde où la géopolitique change beaucoup. Du jour au lendemain, chaque matin, il y a une nouvelle information, une nouvelle guerre, un nouveau conflit. Et ça rend encore plus difficile, d'un côté, des décisions où on veut bloquer le pays pour le protéger, donc éviter que des personnes rentrent et menacer le pays. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que des gens qui sont marginalisés, des gens qui sont vulnérables, des communautés, des groupes qui sont vulnérables, mais ne trouveront jamais asile, ne trouveront jamais un endroit pour se reposer. Donc c'est ce jeu-là qu'il faut faire et à chaque fois avec chacun des projets de loi. Et j'aime à dire, je me rappelle quand dans le processus pour devenir sénateur, on passe une entrevue et une des questions qu'on m'avait posées, c'était, mais comment voyez-vous le rôle, savez-vous que le Sénat a le rôle de défendre les minorités? Et puis j'ai répondu, c'est pour ça que j'applique au Sénat, parce que l'un des rôles essentiels des sénateurs, mais c'est de relire les projets de loi, de faire les études de manière à prendre en considération les différentes minorités. Wow. Vous voyez comment le leadership des femmes s'exerce. Donc les femmes, c'est vraiment... Et puis c'est pas diminutif. Moi, je pense que les femmes leaders, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, en tout cas dans le passé, où une femme leader devait avoir là un aspect d'homme, porter la chemise, le pantalon. On n'a pas besoin de ça là. En talon haut, ça c'est peut-être anecdotique, mais au niveau de notre sensibilité, moi je pense que c'est vraiment là qu'on vient influencer le monde. Ce monde-là, moi, il me fait peur. En tout cas, moi, depuis l'élection de notre ami, là, j'ai peur. C'est comme un enfant qui a un jouet dangereux entre les mains et puis qui à n'importe quel moment peut le déclencher, soit par caprice, soit par accident. Ce monde-là fait vraiment peur. Et donc, femmes ingénieures, mais femmes leaders surtout, dans le cadre de cette journée-là des droits de la femme, on s'est battu pour avoir notre place. Mais il faut qu'on prenne position pour influencer ce monde-là. Je suis très contente là qu'il y ait 53% de femmes au Sénat.
Donc, non seulement dans la parité, mais avec 3% de plus. Ce 3%-là qu'on a eu du mal par le passé à avoir. Là, maintenant, on a la parité, on a le maximum de Sud. Donc, vraiment, on est bien lancé. Et puis, surtout, cette sensibilité-là, il faudrait qu'on la garde. Ça, c'est très important. Pendant qu'on change le micro de Lorinda, voilà, je te regarde. Et toi, comment tu vois tout ça? Comment tu penses pouvoir influencer? Ben, oui, ton domaine, ton environnement immédiat, mais de façon générale, comment tu te positionnes dans tout cet écosystème-là qui est un peu chambranlant? En tant que femme, ingénieure, mais surtout en tant que femme, qui a cette sensibilité-là face aux enjeux mondiaux. C'est une excellente question parce que je pense on vit tous dans ce monde qui est en gros chamboulement au quotidien. Je pense que la première chose que je fais, c'est déjà de s'informer, de comprendre en fait l'essence de ce qui se passe. Et je pense surtout avec les réseaux sociaux, de ce qui se passe, il y a énormément de misinformation qui est dehors. Donc je pense que la première chose, c'est de s'informer. Et une fois qu'on est informé, je pense que c'est de prendre position, un peu comme vous le mentionnez. Et honorable, vous le faites à l'échelle du Sénat, mais je pense que c'est important de le faire aussi dans le quotidien, dans les petites décisions qu'on prend. Et ça vient par non seulement s'impliquer, mais dans toutes les pièces dans lesquelles nous sommes, de pouvoir voir ces injustices-là et prendre position. Moi, par exemple, je m'implique avec une fondation, avec la Fondation Inspire, qui accompagne les jeunes qui se cherchent des carrières, etc., qui essayent de voir c'est quoi leurs opportunités de carrière. Très jeunes, on regarde les jeunes dès primaire jusqu'au début université sur comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter. Et déjà là, c'est de pouvoir leur donner cette information-là très jeune sur voici les réalités du milieu qui changent, qui viennent de personnes qui sont dans le monde professionnel, qui vont leur dire oui, c'est bien peut-être d'être ingénieur informatique, mais peut-être coder aujourd'hui, ce n'est plus la compétence qui va être cherchée parce que les AI savent déjà coder, mais voici comment vous pouvez vous ajuster. C'est de dire en droit, ok, voici les compétences clés que nous, on va aller rechercher. Donc, c'est non seulement de s'informer, mais d'aller transmettre cette information-là. Donc moi, c'est ce que je fais, par exemple, à travers de la Fondation Inspire. Et aussi, de façon générale, d'éduquer et d'informer sur les sujets qui comptent pour nous. Moi, les sujets au niveau de l'immigration, c'est des trucs qui viennent vraiment me rejoindre énormément. Un exemple, par exemple, c'est récemment, moi j'ai eu la chance d'aller étudier, comme je disais, en Angleterre l'année passée. Il y a 2-3 jours, l'Angleterre vient d'annoncer qu'ils bannissent les visas d'étudiants pour 4 pays. Et je crois que c'est l'Afghanistan, Myanmar, l'Iran et le Cameroun. Et c'est assez surprenant que le Cameroun se retrouve dans une liste. Bon, je veux dire, les autres pays sont des pays en guerre, etc. Puis nous aussi, on a nos enjeux, mais c'était surprenant de se demander, ok, c'est quoi le contexte qui emmène à ce que le Cameroun se trouve là? Et encore une fois, c'est d'essayer d'aller comprendre, d'aller essayer de voir quelles sont les ressources pour aller prendre position, pour aller faire du lobbying. Est-ce qu'on peut aller soulever les universités pour aller prendre position? Comment est-ce que moi, qui ai eu la chance d'y aller, de la position où je suis revenue, comment est-ce que je peux aller, s'il y a des pétitions qu'il faut aller signer, s'il y a des gens qu'il faut aller contacter, comment est-ce que je peux aller faire en sorte que mes frères et sœurs, qui eux aussi avaient ce rêve-là, qui avaient même déjà leurs admissions, qui aujourd'hui se font dire non, vous ne pouvez plus venir en Angleterre parce que X, Y raisons, des raisons d'immigration, des raisons d'insécurité, qu'on va dire. Donc, c'est non seulement de s'informer, mais je pense qu'on est dans une ère où il faut prendre position. Puis, il faut aller proposer des actions claires. Merci beaucoup, Lorinda. Une ère, il faut prendre position. J'aime beaucoup ça parce que la génération YOLO, donc les milléniaux, vous savez prendre position. Vraiment. Quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites oui, c'est oui, puis vous savez où vous en allez. Puis je pense que c'est vraiment l'avantage que vous avez par rapport à nous qui étions un peu conformistes. Puis je pense que le monde a besoin de cette fraîcheur-là, de cette détermination-là, de pouvoir avancer. Vraiment. Est-ce que tu peux donner un exemple là, d'une situation où tu as dû vraiment mettre ton pied par terre et puis dire oui, je ne suis pas d'accord avec ça et puis voici pourquoi? Oui, par exemple, quand j'ai pensé, je vais te donner un exemple. Il y en a beaucoup. Hein. Mais c'est un exemple, mais vraiment qui t'a marqué comme ça, ou peut-être la première fois que tu l'as fait. Oui, mais je vais prendre un exemple de l'année passée. J'ai organisé
j'organisais des événements, puis bon, c'est une prise d'opposition, mais plus en termes de représentation. Donc, tu me diras si ça répond à ce que tu dis. Mais l'année passée, quand j'étais en Angleterre, on organisait un forum Afrique-Oxford pour faire venir des personnes influentes sur le continent pour parler un petit peu de ce qu'ils font, puis présenter des opportunités d'affaires. Et ce qu'on va souvent voir dans ces forums à l'international, c'est que, heureusement, malheureusement, les profils vont venir de certains pays très spécifiques. On va avoir une grosse représentation peut-être d'Afrique du Sud, du Nigeria, et souvent ça va s'arrêter là. Dernièrement, un peu de Côte d'Ivoire aussi qu'on va avoir, mais c'est très rare. L'Afrique francophone est très peu représentée. Et là, comme je disais, j'avais un autre collègue camerounais avec moi, et nous, on était comme, c'est très beau, l'Afrique du Sud, le Nigeria, c'est des beaux pays, ils font de belles choses, mais il y a des personnes très inspirantes au Cameroun, il y a des personnes très inspirantes en Côte d'Ivoire. Donc là, nous, on a essayé de pousser un petit peu là-dessus, puis on a essayé de pousser, de mettre ça de l'avant, puis on a réussi à faire venir des entrepreneurs exceptionnels du Cameroun. On a fait venir Rebecca Inonchon, par exemple, qui je pense que certaines personnes connaissent, qui est venue l'année passée, qui a parlé à des personnes que beaucoup de gens ne connaissaient pas, ce qu'elle fait au Cameroun, qui est incroyable. On a fait venir, on avait fait venir Didier Drogba aussi, qui avait parlé, mais ça c'était plus du côté de la Côte d'Ivoire, mais c'était de dire que, surtout dans les pays très anglophones, l'Afrique noire francophone n'a pas nécessairement cette même visibilité-là. Donc, c'était de dire, oui, il y a aussi des personnes inspirantes qui viennent de ces pays-là et c'est important de leur donner leur place sur le stage pour parler de ce qui se fait. Donc, comme je dis encore une fois, c'est dans des petites décisions comme ça où c'est juste de dire, il manque de visibilité, il manque de représentation d'autres choses et de prendre action. Bravo. Alors, cher public, comment vous trouvez notre panel? C'est bon, hein, c'est hot, hein? Ouais, vraiment, on a travaillé fort là. C'est mesdames, c'est difficile. Hein? Ben oui, les questions étaient comme ça et puis finalement on cause là, on jase. Mais c'est vraiment ça là, donc c'est un sujet tellement important. Donc voilà, alors public, nous on va essayer en tout cas une fois encore de plus d'être à l'heure, c'est très important d'être à l'heure. Je vais poser une dernière ronde de questions à tous nos panélistes. Puis après, j'imagine, ça, je te regarde parce que tu es mon... Okay. 10 minutes encore? Ok. Donc tu es vraiment là mon maître du temps. Après ça, maintenant, on pourra passer aux questions du public, c'est ça? Oui. Excellent, d'accord. Bon, mesdames, là je regarde dans ma liste de questions et puis je suis vraiment embarrassée parce qu'elles sont toutes intéressantes, mais question de clôture en une phrase. Quel message voulez-vous laisser? Ok, on va laisser là. D'accord. Quel message voulez-vous laisser aux jeunes ingénieurs ou aux autres ingénieurs, aux collègues ingénieurs qui doutent encore de leur légitimité? Puis là, on va le mettre dans un cadre beaucoup plus global, parce qu'on a parlé beaucoup là d'ingénieurs, mais on a également beaucoup parlé de notre nature de femme et puis de tout ce que le monde traverse aujourd'hui. Alors, je vais répéter la question. Quel message voulez-vous laisser aux ingénieurs, aux jeunes ingénieurs, à vos collègues ingénieurs qui doutent encore de leur légitimité? Lorinda, tu as le privilège de répondre la première à cette question. C'est un honneur et merci énormément pour le panel. C'était un bel honneur de m'asseoir aux côtés de femmes aussi inspirantes. Moi, je dirais d'oser. Tout simplement, je pense qu'il faut oser. En tant que femme noire, tu l'as mentionné au début dans ton discours, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur. Puis moi, je l'ai encore aujourd'hui. Je pense qu'on l'a toujours dans différentes étapes de nos vies. Mais c'est toujours de se dire qu'on peut se donner les moyens de réussir et il suffit d'avoir de la curiosité et d'essayer. Et si tu cognes aux bonnes portes, tu essayes, encore une fois, la pire réponse que tu peux avoir, c'est non, et le mieux, c'est que ton étoile brille davantage. Donc, osez, ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas des barrières qui n'existent pas, et qui même existent, mais que vous pouvez surmonter. Donc, osez, ce serait ça mon message. Osez. Et Carla, toi, tu as osé. Alors, oui, oser, mais qu'est-ce que tu veux laisser aujourd'hui, là, comme... élément d'espoir ou de conseil à ce public aujourd'hui d'ingénieurs? Je dirais que le fil d'Ariane de vos vies se construit à travers ce qui vous dérange, ce que vous voyez, ce qui vous interpelle, c'est souvent votre destinée qui est devant vous. Se lever et être dans l'action, c'est quelque chose que vous allez chercher à faire toute votre vie, mais votre unicité se définit par ce qui vous dérange le plus. Alors, je vous invite à faire confiance à vos voix internes
et pas sans travail et sans nécessairement la résilience. Je vous le dis, ça va prendre du temps, mais soyez interpellés par ce qui vous dérange. Wow. Alors, Benelika, de ton côté? Là, parce que là, les deux ont déjà parlé, je ne sais même plus. Mais encore. Dire. Mais encore, parce qu'un avocat a toujours quelque chose à dire. Je pense que ce que je dirais, c'est que le monde appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Si toi-même, tu ne crois pas en tes rêves et que tu préfères regarder les rêves des autres, mais c'est sûr que tu ne réussiras pas. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit où tu n'as pas ta place. Il faut juste que tu te dises, je suis là, je suis qui je suis et je vais y arriver. Et l'un des éléments que je rajouterais à ça, parce que je suis confrontée à ça aujourd'hui, c'est que si dans la salle ou quelque part où vous êtes, il y a quelqu'un qui vous rabaisse constamment, qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bon, dites-vous que là, vous êtes prêt. Et c'est ça là qui doit vous pousser encore plus loin. C'est tellement inspirant ce que les trois autres panélistes ont dit. Moi, la phrase que je voulais reprendre, c'est que c'est une phrase qu'a dite une ancienne présidente du Libéria, qui a gagné le prix Nobel de la paix aussi. Elle a dit, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et je voudrais rebondir sur ce que Benelika vient de dire et dévoiler un peu une expérience que j'ai eue. Donc, on va mettre juste quelques éléments d'une ligne de temps. J'ai été nommée le 25 septembre 2024. L'année d'avant, je travaillais pour une firme de génie conseil. Et j'avais compris que mon superviseur, son objectif, c'était de dire, Suze a un doctorat, mais je vais démontrer qu'elle ne sait rien faire. Qu'elle ne peut pas travailler en génie conseil. Donc, il est venu sur plein d'aspects très subjectifs par rapport à en juin 2023. Parce qu'il était venu me confronter sur des affaires personnelles. Et il m'a dit, Suze, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Quand tu viens sur ce que... C'est ça, sur ton rôle. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, et puis j'ai dit non, ça ne vaut pas la peine, je ne reste pas. Mais là, j'étais un peu dans une situation de réflexion, de me dire, qu'est-ce que je fais? Oui, je voulais aller en politique. Peut-être que c'est le moment de me lancer. Et puis, j'ai dit, bon, je vais me donner 1 an. Je dois travailler. Et j'appelle, il y avait une autre firme de génie conseil qui m'avait déjà contacté, puis je dis, OK, rendu là, j'ai juste besoin de travailler 1 an. Mais rappelez-vous le mindset que j'ai. Je dis, moi, j'ai juste besoin de travailler 1 an. Et là, je passe en entrevue, et puis, c'était une plus petite entreprise. D'ailleurs, je pensais que ça allait mieux me convenir. Et puis, on me demande, Madame Louance, vous voyez où? Combien de temps vous allez rester avec nous? Et là, j'ai dit texto. Vous savez, je vais aller en politique. Si ça fonctionne, je resterai 1 an avec vous. Sinon, on verra. On me recrute, malgré que j'ai dit que je vais rester juste 1 an avec eux. Je dis, ben, c'est pas grave. Je vous dis, 1 an, quasiment jour pour jour, de la première journée que j'ai commencé cette firme, je savais, c'était pas encore officiel, mais je savais que j'allais être nommée sénatrice. Wow. Donc, c'est de se projeter. On a parlé du syndrome de l'imposteur. Ce qui est le pire dans le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, ah, mais comme je ne suis pas bonne, je vais prendre un emploi qui est peut-être moins par rapport à ce que je sais faire. Et c'est à ce moment-là que les coups qu'on va vous dire que vous n'êtes pas à votre place va vous faire le plus mal, parce que vous savez, vous valez déjà mieux que ce que vous faites. Donc, c'est de garder la tête haute, de vivre ses rêves, de rêver et d'avoir peur de ses rêves. Wow! Rêver, oser, foncer. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié ce moment
de causerie, de jasette entre femmes leaders, inspirantes, déterminées, et que ça pourra vous inspirer également, puisque l'objectif aujourd'hui de cet événement, oui, c'est de présenter ces beaux parcours-là, mais c'est surtout de vous laisser quelque chose avec lequel vous allez partir et pouvoir le faire fructifier pour que vous aussi, qui êtes déjà des femmes leaders, vous puissiez grandir dans le leadership inspirant, mais au féminin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci Marie. On va demander à toutes les personnes qui ont des questions de venir juste ici à ma gauche pour les poser. On a environ 30 minutes. 30 minutes de questions? Oui. Voilà. Et si je peux me permettre, Inès nous a formés, hein? Donc que notre prise de parole soit efficace. On va vous tester. J'ai envie de dire waouh. Waouh, on applaudit. C'est vraiment waouh. Et surtout un grand merci à l'équipe qui a organisé ce moment inédit. Je disais à mon voisin de banc tout à l'heure que c'est la première fois que j'assiste à un événement de femmes et que je viens découvrir. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Le monde à l'envers. Hein? Mais je dois vous dire, comment pouvons-nous construire davantage de modèles féminins visibles pour inspirer la prochaine génération? J'aimerais avoir un conseil concret. Qu'est-ce que vous direz à une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour sortir de sa zone de confort, se lancer dans l'entrepreneuriat et développer son plein potentiel? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil concret ce soir? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je veux déjà dire merci à tous nos panélistes, toutes nos panélistes. Ce que vous avez dit ce soir m'a vraiment inspirée, mais j'étais venue ce soir déjà avec cette lancée-là. Donc ma question va être longue parce que je vais essayer d'expliquer concrètement. Moi, je vais lever la main. Oui. On a eu une formation avant le panel. Et puis la formation, c'était droit au but. Et puis Inès, si tu veux corriger, si tu veux intervenir, tu es dans le panel, là, interviens. Donc il faut vraiment... Parce que là, on s'est fait une promesse finir dans le temps. Puis il y a encore des gens, donc essayons d'être... voilà. Donc je vais faire court. Merci. Déjà, moi, je suis docteur en génie électrique. Félicitations. J'ai une licence en génie électrique, une maîtrise en technologie de l'information et un doctorat en génie électrique. Et justement, je suis tombée dans ce dont on parlait ce soir, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Donc, fait que quand j'ai terminé mon doctorat, j'étais en train de postuler pour des postes de technicien IT. Parce que je me dis, ok, quand j'étais au Cameroun, j'étais ingénieur IT, donc c'est ce que je faisais. Et vu que le doctorat me ramène plus dans une formation vraiment théorique, et bon, c'est vrai qu'on développe des applications, mais après, j'étais comme dans le syndrome de l'imposteur en plein dedans. Donc ça fait que je postule pour des postes de technicien et on ne me prend pas. Donc ça fait que tout le temps que je passe, non seulement je suis stressée par le fait que je ne suis pas prise pour ces postes-là, au point où on me demande enlève ton doctorat de ton CV, enlève ça de ton LinkedIn, donc de ton profil complètement. Pendant 6 mois, j'enlevais mon doctorat. Du coup, j'étais en mode je suis juste ingénieur. Donc, c'est dernièrement, pratiquement la semaine dernière, que je me suis dit qu'est-ce que je fais. En plus de ça, ce que moi je vais faire, c'est je vais être professeur d'université. Donc ça fait que moi je veux avoir par exemple un postdoctorat, faire un postdoctorat, aller dans une entreprise qui me permet d'avoir des connaissances pratico-pratiques sur le terrain. Et je postule, mais toujours pas de poste. Donc, première question déjà, c'est comment avoir un poste quand on postule. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez des références pour moi? D'accord. Ouais, Florinda, est-ce que ça te dit d'apporter l'élément de réponse?
Bon, à la question 2, malheureusement, je n'ai pas nécessairement des références, mais on peut se connecter. Et puis, si j'ai des gens dans mon réseau qui cherchent, je pourrais mettre en contact. Mais à la question 1 de comment est-ce que tu cherches un emploi, puis le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il faut pas que tu... Je vais écouter ce que les femmes ont dit plutôt de... N'aie pas peur de tes rêves, puis de ce que tu veux, et de t'affirmer par rapport à ça. Essaye de voir quels sont les rôles pour lesquels tu es qualifié et que tu veux avoir, et qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses accéder à ces rôles. Tu essayes de connecter avec... Je vais te donner des trucs très pratiques, donc qui j'espère peuvent aider. Mais regarde, ok, quels sont les rôles que je cherche? Quelles sont les personnes qui sont dans ces rôles? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme background? Essaye de les contacter pour comprendre un petit peu comment est-ce que tu te démarques, mais sans nécessairement, toi, essayer de t'éteindre. Donc, ne va pas appliquer à des postes qui vont aller réduire ton doctorat que tu as fait, ta maîtrise que tu as faite. Si c'est dans cette lancée-là que tu veux aller, tu veux mettre ça de l'avant. Donc, j'essaierais plutôt d'aller dans une approche de comprendre qu'est-ce qui me manque pour aller appliquer au poste que je veux réellement. Et pour le faire, je parlerai avec des personnes qui sont dans ces positions-là. Donc, n'hésite pas à contacter des gens de façon aléatoire sur les réseaux, sur LinkedIn, leur demander du temps pour des coffee chats, leur demander des conseils. Voici mon résumé, je vais appliquer à ce rôle qui est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Est-ce qu'il faut que j'arrange mon CV? Parce que souvent, beaucoup de choses dans le recrutement, c'est qu'on n'a pas la bonne information. Tu vas avoir le meilleur CV, mais les trucs ne sont pas écrits comme il faut. Tu n'as pas les gens qui connaissent exactement ce que tu veux. Donc, souvent, ce petit unlock-là va venir concrètement d'avoir des conseils de personnes. Donc, ne t'éteins pas, mais essaie d'aller plutôt chercher comment atteindre les objectifs que toi, tu veux. Oui, merci beaucoup, Lorinda. Il y a Honorable qui veut rajouter une demande de réponse. La première personne à qui frapper la porte, c'est ton directeur de thèse. C'est généralement eux qui te donnent la première ouverture. Donc, va le convaincre. Moi, je me présente demander de continuer dans un stage post-doctorat avec mon directeur de recherche, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de poste disponible à l'université en ce moment-là. Et jusqu'à présent, chaque offre que je trouve, je demande toujours une lettre de recommandation, mais alors, lui me rédige une lettre, il me vante au point où moi, je me demande est-ce que c'est moi. Du coup, je ne comprends pas en fait ce qui ne marche pas. J'ai des lettres de recommandation, j'ai des compétences et tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, c'est la question que moi je me pose. Tu as un statut d'étudiante internationale ou de résidente permanente? Je suis travailleuse, j'ai un travail post-diplôme. Post-diplôme, ok, d'accord. Je salue le panel qui est fort en expérience et une grande source d'inspiration pour nous tous. Je salue particulièrement Lorinda, que j'ai vu dans ses premières classes, avec qui j'ai partagé les premières classes qui venaient assis en face de nous. Bravo pour ton parcours, très inspirant. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est leadership au féminin. Et souvent, on parle du leadership féminin comme une autre façon de leader ou d'influencer les organisations. Alors, ma question sera un peu plus orientée vers celles d'entre vous qui sont encore en exercice dans leurs organisations techniques. Concrètement, quelles actions vous avez posées dans votre parcours qui ont véritablement influencé la dynamique des organisations pour lesquelles vous travaillez et qui pourraient s'étendre plus largement aux autres domaines de l'ingénierie et pas forcément dans vos domaines d'activité? Est-ce que c'est, comme Marie-Laure le soulignait tout à l'heure, l'aspect de sensibilité dans votre façon de l'idée ou d'influencer, ou ça va beaucoup plus largement que ça? Et donc, ma question était, quand je partageais mon parcours, il y a plein de femmes qui revenaient toujours en disant « Ah non, c'est parce que toi tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, c'est pour ça que tu réussis à faire tout ça. » Je dis « Mais non, je connais des femmes à l'école avec moi qui étudient à temps plein, qui travaillent à temps plein, qui le font et très bien, d'autres qui ont 2 jobs. Moi, j'étais en colocation avec une femme qui étudiait à temps plein la journée et travaillait la nuit. Nous allons malheureusement devoir poser la question. Voilà, donc la question, c'est comment on fait en tant que
Maman monoparentale, je précise, comment faire comme maman étant maman monoparentale pour étudier à temps plein et travailler à temps plein. C'est tout ce qu'on fait. Oui, c'est tout ce qu'on fait. J'aimerais diffuser votre réponse sur mon TikTok. Si vous n'êtes pas d'accord, je coupe. Tu réponds maintenant ou après en rafale? Qu'est-ce que tu fais? On fait rafale? On fait rafale, hein? C'est bon? Ok, on fait rafale? La question suivante. Merci beaucoup, on va y répondre. Merci, donc déjà bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui. Mon nom c'est Jordan Tangueb, je suis finissante en génie informatique et ma question est la suivante. Je pense que le point commun qu'on voit parmi vous toutes femmes, c'est vraiment le mindset que vous avez. Donc ma question c'est comment faire pour bâtir ce mindset-là et lorsqu'on veut atteindre ses objectifs, quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour pouvoir atteindre ces rêves-là? D'accord. Donc c'est simplement. Merci beaucoup. Mindset, est-ce que vous avez des questions? Parfait. Super. Prochaine question? Merci. Mindset, objectif. Oui. Allô. J'espère que vous allez bien. Donc déjà, merci beaucoup. On vous l'a dit là, mais vraiment, waouh, c'est vraiment inspirant. C'est cool d'avoir des personnes qu'on voit comme ça qui vont se dire, dans 10 ans, je peux être là parce que c'est possible, parce que vous me montrez que c'est possible. Donc merci beaucoup pour ça. Donc moi, je suis Samira Folefak, je suis étudiante en 3e année en génie info à Poly. Puis actuellement, je suis en stage à Hydro et je travaille aussi à la CNRC. Et en fait, j'aime bien ça m'impliquer, mais j'ai quand même toujours senti ce syndrome de l'imposteur. Là, je sais qu'on en a beaucoup parlé, là, mais ma question est précise. Est-ce qu'il y a un moment donné dans la carrière où ça disparaît? Je ne sais pas, après un certain nombre d'années d'expérience, ou est-ce que c'est normal? Est-ce que, voilà, on peut le faire disparaître maintenant? Ou voilà. Bon, je pense que c'est clair. Là. À quel moment est-ce que ça disparaît? Puis la deuxième question, c'est, elle a dit, elle a posé, c'était comment vous organisez concrètement au quotidien pour arriver à faire tout ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Bonjour, je m'appelle Carlène. Oui. J'ai gradué en génie mécanique de Poly. Et bravo. Merci. Et ma question est la suivante, c'est que je pense qu'il faut faire des erreurs pour grandir et pour apprendre, mais qu'on peut aussi apprendre des erreurs des autres. Donc, qu'est-ce que vous aurez aimé savoir plus tôt dans votre carrière et qui vous pensez pourrait changer la vôtre? Merci. 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 Prochaine question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis Elisabeth Oona, je suis ingénieure en génie électrique. Je siège nouvellement sur CA, le conseil d'administration d'une société d'État. On a parlé beaucoup de syndrome d'imposteur. Moi, j'aimerais savoir comment savoir qu'on se tasse, comment aussi... parce que quand la situation arrive, on ne sait pas forcément qu'on se tasse. Donc, comment on sait qu'on se tasse? Aussi, la deuxième question, c'est comment se faire entendre sans froisser les autres. Par exemple, dans la situation que Mélinka a dit, qu'elle a pu dire, il y a une fille dans la salle, comment savoir qu'on ne froisse pas la personne en face? Merci beaucoup. Avant-dernière question. Bonjour, je m'appelle Sabina Boukou. Je suis un peu comme vous, maman de 4 enfants, 2 jumeaux, ingénieur. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Architectes, dont Mélinka connaît, est membre. Moi, ma question, c'est plus sur la relève. Parce que je suis maman, je suis passée par toutes les étapes que vous avez indiquées. Syndrome de l'imposteur, la communication, s'imposer, innover, se challenger, se tenter. Finalement, je suis passée entrepreneur. Bravo. Donc la question est la suivante. J'ai des bébés, des enfants, une de 15 ans, qui pour la première fois est venue avec moi aujourd'hui. Et mon but, c'est d'inspirer. C'est bon, ça, c'est bon. Mon but aujourd'hui, c'est de savoir comment je peux faire pour tirer mes enfants, tirer tous les jeunes avec moi, pour qu'ils puissent justement devenir comme nous. C'est un vrai challenge, parce qu'aujourd'hui, on a des freins, on a les réseaux sociaux, on a des informations qui piquent partout, et c'est très difficile, parce qu'ils n'ont pas notre mindset. Et ça, c'est un vrai challenge, je pense, pour nous, pour moi, et peut-être pour vous. Merci beaucoup. Merci. La dernière question, et non la moindre. Merci, bonjour à tout le panel. Je pense que je vais passer les remerciements et autres parce que ça a déjà été longuement dit. Nous autres avons été très enrichis. Je suis Nathalie, moi je ne suis pas ingénieure, donc du coup nous autres on se sent encore tout petit parce que tout le monde dit pas que je suis ingénieure. Moi je fais d'autres choses dans l'éducation.
J'ai deux préoccupations. La première, pour nous autres qui ne sommes pas ingénieurs, j'ai beaucoup entendu parler de communautarisme et tout, etc. Alors j'aimerais savoir pour nous autres qui ne sommes pas genre ingénieurs, qui ne travaillons pas peut-être dans les bureaux, peut-être qui sommes avec les élèves au quotidien, comment faire si on est intéressé peut-être à travailler dans des projets communautaires, peut-être on est intéressé à travailler peut-être dans des arrondissements, est-ce qu'il faut rentrer à l'école, qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on sait que lorsqu'on est peut-être dans les écoles, c'est difficile, ce sont les mêmes heures, donc voilà la première préoccupation. Et la deuxième, peut-être il y a déjà eu des bribes, des réponses, mais je reviens quand même dessus. Ça s'adresse, ça n'a rien à voir avec peut-être, je ne suis pas en train de faire comme de la discrimination, mais ma question va à mes sœurs, à mes consoeurs camerounaises. Je suis toujours tout le temps éblouie de voir des femmes qui impactent la société comme vous autres, parce qu'on est habitué au quotidien, je pense, il y a une sœur de TikTok qui a dit on est habitué à voir juste, ça n'a rien à voir de dénigrant, mais juste des femmes qui soulèvent des problématiques qui, je dirais, des hommes ou des femmes dans notre société qui rabaissent ou qui dénigrent la femme au quotidien. Alors moi j'aimerais savoir où êtes-vous dans ce débat, à quel niveau vous vous situez, parce que dans ce débat de Bouhara sur les réseaux sociaux, on ne vous sent pas, c'est vrai, je comprends que vous êtes sûrement trop occupé, mais on ne vous voit pas pour pouvoir tirer les autres. C'est vrai, vous avez dit tantôt qu'il faut venir dans les panels, mais toutes les femmes n'ont pas cette chance, peut-être de voir même vos panels passer, et d'autres, lorsqu'elles ont la chance, peut-être nous autres, on a eu, c'est pas ma petite sœur qu'on a eu à publier la conférence aujourd'hui dans les réseaux, mais il y a des femmes qui ne sont pas trop intéressées parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. C'est pourquoi je dis, où êtes-vous pour pouvoir, faites-vous voir, sentir dans les réseaux sociaux, manifestez-vous pour que le reste des femmes qui ne nous apportent pas grand-chose puissent se mettre un peu à côté. Avec les conseils camerounaises, j'ai vu les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, et puis je restais, je regardais, et puis on disait, on fait venir des influenceurs de l'Occident dans les Coupes d'Afrique, et puis moi je regardais, mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. On parle des influenceurs, mais je vois des gens en quoi ils influencent. Voilà. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque pour que des têtes bien faites comme vous ne soyez pas invités lorsque peut-être il y a des camps et tout, pour qu'on dise voilà en fait, voilà l'influence occidentale. Mesdames, merci beaucoup. La dernière question maintenant, la moindre. Alors mesdames, où êtes-vous? Où êtes-vous? On ne vous voit pas. Le leadership féminin, quand on parle de la journée de la femme, quand on parle des droits des femmes, quelquefois les hommes, on ne les écoute pas. Mais les hommes sont nos meilleurs alliés. Voilà. Alors on a ouvert la cérémonie, je l'ai ouverte parce que c'est un monde équilibré. Je laisserai notre amie Isaac Boulot clore cette cérémonie-là. Merci à tout le monde. Merci panélistes. Applaudissez encore pour Marie. Diane Mombo, qui est notre présidente. Et notre président du comité. Diane, je vais laisser remercier exactement l'audience et puis remercier ton équipe. Je voulais vous voir, madame la sénatrice. On veut tous se voir. Honorable sénatrice, chers panélistes, collègues ingénieurs, très chers invités, bonsoir. C'est un véritable privilège, un immense honneur de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir, cet après-midi avec nous pour cette première édition du Afrique Genie Talk. On n'a plus beaucoup de temps. Le temps a été utilisé vraiment de manière qualitativement, mais je tenais vraiment à parler un peu de l'historique derrière cet événement. Le réseau IC2, le réseau des ingénieurs camerounais au Canada, c'est un mouvement qui a été lancé par des personnes déterminées à faire la différence. Et
depuis 2 ans déjà, 3 ans aujourd'hui, ils ont décidé dans cette quête de mettre en avant la diversité dans le monde du génie et aujourd'hui dans le monde des STEM, des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Ils ont décidé de mettre également en avant l'impact féminin. Et aujourd'hui, on a décidé de concrétiser de manière un peu plus particulière cet impact en donnant la parole à des personnes inspirantes. Ce soir, nous rentrons inspirés, mais également outillés. Merci à Inès Fomé qui nous a donné des tips. Qui nous a donné des tips pour commencer à mettre en œuvre ou continuer ce que ces femmes nous ont enseigné. Inès a dit, il faut vraiment former les personnes au-delà de la technicité. On est de très bons techniciens, des ingénieurs, des IT. On sait ce qu'on fait dans notre domaine, mais il faut également qu'on prenne la place où on ne nous attend pas. Particulièrement la première édition du Afrique Genie Talk, dont le thème était leadership et impact au féminin. Ça vous invite, vous, gentes dames, à prendre une place qui ne vous est pas toujours donnée. J'espère que ce soir, ça aura pu contribuer à vous challenger dans vos positions, à vous inspirer, à vous donner encore plus d'énergie, à aller plus haut où vous n'espérez même pas. C'est une première édition, mais très certainement pas la dernière. Merci à tous pour votre présence.